Après plusieurs années de service, il est fort normal pour tout agent, du public comme du privé, de prendre sa retraite et de se consacrer à autre chose. À ce sens, la retraite rime souvent avec solitude, maladie, etc. Comment la retraite est-elle vécue par les uns et par les autres? Être à la retraite ne veut pas dire qu'il faut diminuer les charges de la famille, il faut diminuer ses responsabilités. Non, mais être à la retraite veut dire tout simplement que vous avez perdu vos forces, vous ne pouvez plus fonctionner comme auparavant, donc il faut vous reposer. Donc dans vos activités, il faut que ce soit des activités qui ne soient pas trop contraignantes. Si c'est une activité qui vous renvoie à votre travail traditionnel, mais ce n'est pas bon. Je vis mal parce que je suis seul. Je suis seul avec un seul garçon. Le garçon, il travaille. Il me laisse à la maison, moi seul. Bon, si je veux prendre quelque chose, je me déplace moi-même. Pour me déplacer, je me déplace difficilement. Pendant cette période post-service, chacun a sa façon de vivre ce temps de repos. Si certains versent dans l'oisiveté à travers la pratique de jeux, d'autres par contre s'activent dans des activités lucratives pour maintenir leur état de santé et renforcer la pension. Toute une carrière effectuée, si l'individu n'arrive pas à se stabiliser économiquement, il doit en tout cas se contenter de ce qu'il a. Et maintenant, le reste de sa vie, il fait une activité alternative qui lui permettra de garder sa santé, mais en même temps, de pouvoir gagner peut-être quelque chose. Actuellement, par exemple, moi, je n'ouvre ma boutique qu'au-delà de 10 heures, à partir de 10 heures. Je ne cours pas pour être là à 8 heures, ni 9 heures. J'attends de 9h30 à 10h, de 10h à 11h, 11h midi, ça dépend de mon temps. Nous sommes en Casamance, où on est dans la nature et qu'on se débrouille dans l'élevage, dans l'agriculture. Et voilà, la vie est belle, on est content. La seule chose que j'ai observée et qui me réconfortait, c'est que quand je me réveille à 5h du matin, je sens que je suis libre. Je n'ai pas à me précipiter pour aller au travail. Ça, c'est tout ce qui m'a marqué dans ma retraite. Et ça me faisait satisfaction. À cette époque de la vie où l'heure des contraintes du travail et de la ponctualité n'est plus au rendez-vous, les personnes du troisième âge savourent ces moments d'inaction, tout en essayant de tenir et de vivre comme il se doit avec leur pension de retraité. La campagne démarre timidement. Les gens sont en phase de la signature des contrats avec des partenaires. Les Indiens sont sur place, ils sont à la recherche des magasins de stockage. Oui, je pense très bien que les prix seront intéressants parce que nous avons beaucoup de bailleurs qui sont sur place et ça va susciter une concurrence. Et s'il y a une concurrence, c'est les producteurs qui vont en bénéficier parce qu'ils vont vendre à un bon prix. Bon, vous savez, la filière anacarde, les gens sont en train de s'activer pour l'organiser. Mais jusqu'à présent, ça reste beaucoup de choses à faire parce qu'on n'est pas encore arrivé à pouvoir fixer les prix aux producteurs, comme ça se fait au niveau de l'arachide et de certains produits. Donc, je suis désolé de le dire, mais c'est un secteur qui est un peu désorganisé. C'est un secteur qui est un peu désorganisé et c'est une manne d'argent qui est là en moins de 6 mois. Si on se base sur les chiffres que nous avons enregistrés l'année dernière, il y a au bas mot 20 milliards qui sont injectés dans la région en 6 mois. Et malheureusement, l'État n'est pas encore conscient de ça. Sinon, l'encadrement serait quand même plus accentué. Mais je vois que l'État n'est pas encore impliqué dans cette filière. Raison pour laquelle les gens sont en train de mettre sur pied une organisation interprofessionnelle. Peut-être qu'à l'issue de cette organisation, ils pourront véritablement se pencher sur les prix et organiser davantage la filière. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas bien organisé quand même. Les gens y gagnent, parce que tout le monde y gagne. Il y a les collecteurs, nous avons les importateurs, nous avons les commerçants, nous avons les producteurs, n'est-ce pas? Nous avons les saisonniers.
Il y a les transformatrices, n'est-ce pas, ceux qui vendent des produits finis aussi. Donc pratiquement, il y a une multitude de personnes qui s'activent autour de cette filière et qui gagnent tant soit peu leur gain. Mais on aurait souhaité véritablement que l'État mette la main dans la pâte pour organiser davantage non seulement la commercialisation, mais aussi la production. Ces derniers jours, nous avons senti une forte température au niveau de la région de Ziguinchor, comme dans les autres régions aussi du pays, peut-être à l'exception de Dakar. Donc on peut l'expliquer par actuellement on est au mois d'avril. Le mois d'avril est un mois chaud pour Ziguinchor. Ça il faut le comprendre d'abord parce qu'on a des vents dominants de secteur nord-est, est. Et ces vents nous proviennent de la Mauritanie ou du Mali. Donc ensuite il faut comprendre aussi que on est dans un contexte de changement climatique. Donc de plus en plus, on remarque les conséquences de ces changements climatiques, de l'augmentation de la température. Donc si vous demandez les anciens, ils vous diront qu'il y a 40 ans derrière ou 50 ans, à cette période, on n'avait pas une aussi forte chaleur pour Ziguinchor. Mais actuellement, on est dans ce contexte de changement climatique. Et la principale conséquence, c'est le réchauffement de la planète, d'où ces fortes températures que nous connaissons régulièrement. En plus des vents dominants de secteur nord et de secteur nord-est. Donc on enregistre ces températures à pareil moment. C'est pas bon de rester toujours sous le soleil. Donc entre 12h et 16h, vaut mieux rester séchoir ou bien de se couvrir la tête avant de sortir. Et boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres d'eau. C'est ce que conseillent en général les spécialistes. Quelques heures à peine après le double attentat suicide en Égypte contre la communauté chrétienne d'Orient, les premières victimes ont été inhumées dimanche soir. Dans la ville de Tanta, au nord du pays, une cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Georges, la même où une explosion a causé la mort de 27 personnes dimanche en fin de matinée. Des centaines de Coptes ont bravé la peur. Où est la sécurité? Il n'y a pas de sécurité, affirme cette femme. Comment s'est-on infiltré dans l'église avec une ceinture d'explosifs qui pèse 6 kilos? On ne s'attendait pas à ça de la part de gens qui vivent avec nous dans le pays. Des gens avec qui nous partageons l'amour et l'amitié, déclare ce prêtre. 2 kamikazes se sont fait exploser à quelques heures d'intervalle. Le premier attentat s'est produit à l'église Saint-Georges, alors que la messe des rameaux avait commencé. Un véritable carnage, 27 personnes sont mortes et 78 fidèles ont été blessés. Au moment de l'explosion, la messe était retransmise à la télévision. Le programme s'est interrompu brutalement au moment de la déflagration. La branche locale de Daesh en Égypte a rapidement revendiqué cet attentat. En début d'après-midi, une seconde explosion a eu lieu devant l'église Saint-Marc à Alexandrie. On dénombre 17 morts et 48 blessés. En partant au travail ce lundi matin, de nombreux Suédois ont fait un crochet pour se rendre sur les lieux de l'attentat. Ils ont une nouvelle fois voulu rendre hommage aux victimes. 3 jours après le drame, l'émotion et la tristesse sont encore vives. Cela a été un véritable choc, dit cet homme. Je connais beaucoup de monde qui ont manqué de très peu se faire renverser par le camion. Pour moi, ce week-end a été très émotionnel. Une semaine avant l'attentat, j'avais dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se produise quelque chose à Stockholm. Pour certains, la Suède est devenue une sorte de symbole de paix et de résolution des conflits. Je savais que cela pouvait se produire. Cet attentat, dont la méthode rappelle celle employée à Nice, Berlin et Londres, a profondément ébranlé ce pays qui met en avant ses valeurs d'ouverture et de tolérance. Alors que la Suède est le pays européen qui accueille le plus de réfugiés, le Premier ministre suédois a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Les défis sont nombreux et urgents pour Abdoulaye Maïga, le tout nouveau Premier ministre malien nommé samedi par le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien ministre de la Défense,
qui remplace Modibo Keïta en poste depuis 2 ans, aura d'abord à cœur de désamorcer la bombe sociale qui plombe le quotidien des Maliens. Dans l'immédiat, il faudra à la fois trouver une solution à la grève des médecins qui paralyse les hôpitaux depuis 1 mois et au débrayage des enseignants des universités. Mais Abdoulaye Maïga est surtout attendu sur le terrain de la sécurité. Après la conférence d'entente nationale de Bamako, il est question pour le nouveau Premier ministre originaire de Gao, l'épicentre de la violence, de revitaliser l'accord d'Alger afin que la paix revienne effectivement au Mali. Dans l'immédiat, il est question de former une équipe gouvernementale à la hauteur des défis actuels du Mali.